Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq, du CAC, format long, puisque c'est le week-end, vous avez le temps, donc je vais vous bombarder d'informations au programme, ceci, plus un backtest, un signal qui forcément est un des signaux les plus connus et qui ne vous aura pas échappé, sur lequel j'ai été sollicité, apparition d'une croix de la mort ou sur le CAC 40, on va voir ce à quoi on peut s'attendre historiquement. Je vais répondre à une question vraiment comme ça, sans approfondir, mais pour que vous ayez le fond de ma pensée sur ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran, pas sur le plan bien sûr ni historique ni stratégique, hein, c'est pas mon rôle, mais on m'a demandé si je m'en inquiétais. Voilà, je vais vous donner ma conviction. Je vais terminer également avec le Commitment of Traders. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas, que c'est le positionnement des institutionnels, notamment des hedge funds. On a vu, regardez la vidéo de la semaine dernière, comme on a pu assister à un allègement des positions longues, à une augmentation des positions de spéculation à la baisse la semaine dernière. Bon, évidemment, ils ne pouvaient pas le prévoir, mais voilà, si vous suiviez ce que font les Commitment of Traders, vous aviez quand même une idée de ce qui pouvait arriver en termes de gestion de risque de la part des institutionnels. Donc, sans plus attendre, on attaque le SP500. On va faire les données journalières et les données hebdomadaires, naturellement. Au chapitre, on va commencer par l'hebdomadaire puisque c'est plus facile. Regardez ça. On est en droit de se demander ce qui va se passer maintenant et excusez la palissade, mais tant que l'on ne casse pas une résistance, eh bien, on peut envisager de baisser. Et l'idée, c'est que si vous regardez la structure du marché, elle est haussière avec des pics ascendants et des creux qui sont également ascendants. Et là, on a buté pas n'importe où, on a buté sur cette résistance historique, là. Et à partir de ce moment, on a jusqu'à invalidation, et bien on a un trading range tout simplement. Et donc toujours jusqu'à invalidation, on peut envisager comme ça d'osciller entre la partie haute à 6200 et la partie basse à 5100. C'est pas foufou de l'envisager étant donné les tensions actuelles. Alors de manière assez surprenante, sur les données hebdomadaires, c'est des signaux aussi qui sont sur le point de se déclencher en cascade, notamment la courbe Kopok ici qui risque de passer au-dessus de zéro dès le mois de juillet. Et on a également un signal qui a été donné, on l'a vu au niveau de l'ossom oscillateur, qui a un signal qui va produire ses effets sur le prochain mois. Donc pour l'instant, sur les données hebdomadaires, on est au contact d'une résistance, mais les signaux techniques sont haussiers. Donc ça c'est pour les données hebdomadaires, on l'a vu. On va regarder maintenant les données journalières, ce qui nous intéresse davantage pour le court terme. Et je le dis, je le répète, on est sur une structure haussière avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Jusqu'à quand? Tant que la structure tient, elle tient. Excusez encore la palissade, mais tant qu'on ne clôture pas en dessous des 58,30, 57, 67, on n'a pas de structure autre qu'une structure haussière. Ok, ça veut pas dire qu'on peut pas aller chercher cette zone bleue qui est un petit peu en dessous avec une petite mèche, ok, méchée comme on dit dans le jargon, et puis clôturer en préservant la zone orange. C'est du grand classique, on le voit souvent et on peut tout à fait envisager de faire ça. Ce qui nous permet d'ailleurs d'envisager dès maintenant un scénario de trade haussier si vous en avez un. Acheter maintenant, ça me semble un petit peu compliqué. Non pas que ça puisse pas remonter maintenant, mais c'est que votre stop de protection, il doit quand même être mis à un endroit logique. Si vous n'avez pas de backtest pour justifier la présence de tel ou tel stop loss, normalement on le met sous un plus bas, ok. Et si vous mettez un stop de protection en dessous de la structure haussière, autant attendre qu'on soit là. Vous avez un stop qui est moins éloigné. Même s'il n'est pas impossible de faire autrement, je dis simplement des bases, quoi. Donc, attendre que l'on revienne, acheter, parier sur un retour sur les plus hauts, c'est possible. Si vous avez un biais qui est baissier, vous êtes parfaitement dans les clous pour spéculer à la baisse maintenant. Vous spéculez à la baisse maintenant, vous pariez sur un retour sur la zone de support, stop de protection serré, stop de protection large, comme vous voulez. Et puis là, vous avez la couverture en nuage noir dont on a parlé il y a 2 séances. Donc, si vous avez tradé ça, votre stop de protection est sans doute très serré ici.
Ah, avant que je n'oublie, parce que je veux vraiment vous remercier des dizaines et des dizaines de messages que vous avez laissés sur la précédente vidéo où je vous ai demandé si vous vouliez que je continue hein, dans l'ouverture en fait aux autres marchés et dans un ton un peu plus fondat et en réservant l'analyse technique à ce qui se passe et pas un tour d'horizon systématique quand il se passe rien. Parce que aussi, il faut dire la vérité, c'est que vous êtes des fidèles, la plupart d'entre vous, vous restez là pendant des mois, voire des années. Vous savez ce que je vais vous dire. Vous connaissez déjà le tour d'horizon. Je vous ai fait le tour du propriétaire tellement de fois, vous savez quoi regarder. Pour les autres, eh bien voilà, je reviens sur l'essentiel, comme maintenant quand il se passe quelque chose de neuf. Hein. Donc encore merci. Donc je disais structure baissière, structure haussière, pardon, qui justifie la position d'un achat, sans doute 58, 30, 57, 67. Vous avez des signaux baissiers hein, sur le SP500. Vous avez le cycle de Schaff qui est passé en dessous de 75. Vous connaissez bien, j'en ai déjà parlé. On a testé aussi, ça fonctionne, même si ça fonctionne pas de manière fantastique, hein, mais c'est un signal baissier qu'on peut pas éluder. Hein. Donc maintenant, la petite parenthèse sur ce qui se passe. Vous savez, donc c'est un message qui m'a été laissé sur la vidéo YouTube me disant Trado, mais tu te rends pas compte des missiles balistiques, comment tu peux envisager d'avoir une certaine sérénité, comment tu peux envisager des scénarios haussiers. Trois choses. Première des choses, vous savez, lorsque les médias, lorsque les analystes commencent à tous paniquer ou à vous faire paniquer, généralement, c'est le bon moment pour envisager d'avoir un œil ouvert sur les opportunités. Je dis pas que ça va bien se passer, qu'il faut se détendre. Je dis simplement que, voilà, quand tout le monde est vendeur, eh bien forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus personne pour vendre. Quatrième, la palissade. C'est-à-dire que si tout le monde a vendu, ok, au bout d'un moment, il n'y a plus que des acheteurs. Et à partir de là, c'est bien dans le sens de la hausse qu'il faut regarder. Deuxième chose. Vous savez, je fais pas de politique, je fais pas de géopolitique, je fais pas de stratégie internationale, mais je vois les choses comme vous. Hein. Ce qui se passe actuellement, tout le monde s'en fiche. Ok, les États-Unis ont bon, disons-le clairement, ils ont dit que ça fait du bon boulot, ils vont pas intervenir du tout. Les Européens, même Macron, hein, Monsieur Macron a dit que voilà, si Israël est attaqué, il défendrait Israël. Vous avez les pays arabes qui se frottent les mains. Vous savez, bon, petit traité de géopolitique. Vous savez, l'Iran est détesté. Hein. L'Iran c'est chiite, tous les sunnites les détestent. Ils détestent encore plus l'Iran et les sunnites que Israël. C'est pas pour rien que l'Égypte, si ma mémoire est bonne, et l'Arabie Saoudite ont aidé. Hein, je suis pas sûr à 100%. Enfin bon, il y a plusieurs pays qui ont aidé à descendre des drones iraniens. C'est pas pour rien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le monde s'en fiche. Et d'ailleurs que le SP500 ait perdu 1,13%, ça en dit non quand même. Regardez ça. Regardez cette bougie-là. On a perdu le 26 mars 1,12%. Donc pareil. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 mars pour que le SP500 perde 1,12%? Ben, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'il s'est produit aujourd'hui, vendredi, en fait, la même chose que ce qui s'est passé le 26 mars, dont on se souvient absolument pas. Autrement dit, c'est un épiphénomène sur les marchés. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, voilà, c'est vraiment pas le signe avant-coureur d'une panique. Alors vous allez me dire, oui, mais Détroit d'Ormuz, etc., etc. Oui, vous avez raison. Mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de panique et la plupart des pays, qui font la géopolitique mondiale, que ce soit du côté du Moyen-Orient, que ce soit du côté de l'Europe ou des États-Unis, sont plutôt contents qu'on prive le régime des mollahs du nucléaire. Hein. Donc, voilà. Tout ça pour dire quoi? Comment est-ce que je peux envisager que ce soit pas très grave? Ben, tout simplement parce que je serais un des rares à penser que c'est grave. Hein. Donc, ce qui nous amène à, et c'est pas la peine de me dire dans les commentaires comme parfois reste dans ton rôle, etc. Je reste dans mon rôle, mais je réponds à une question. Ok. Donc, ce qui m'amène au Nasdaq. Le Nasdaq est dans une situation équivalente. Sur les données mensuelles, les données hebdomadaires, pardon, on est au contact d'une résistance qui pose problème. C'est normal, les résistances sont là pour être respectées plus souvent qu'elles ne sont cassées. C'est normal que l'on tergiverse. N'oubliez pas qu'on a progressé en l'espace de 7 semaines de 33% sur le Nasdaq.
Bon, excusez du peu. J'ai pas de signal particulier à vous proposer, si ce n'est que la structure, là aussi, elle est haussière et que jusqu'à preuve du contraire, donc tant qu'on ne casse pas la résistance, ben on peut envisager d'être dans un trading range. C'est pas interdit de le penser, comme c'était pas interdit de le penser quand on était là, ok, et qu'on est venu en bas du trading range. Les données journalières font également état d'une mauvaise séance de vendredi, mais bon, voilà, la baisse a été anecdotique pour le Nasdaq, 1,3%. Voilà, le fameux 29 mars où il s'est passé je ne sais pas quoi, on avait perdu 1,83%. Ok, ça va. Hein. Là aussi, on a une couverture en nuage noir. Là aussi, un retour sur les 21, 40, 20, 800 semble un point d'entrée intéressant si vous avez un biais haussier. Donc, attendre que ça vienne là, acheter, stop de protection serré ou alors stop de protection large pour se protéger avec le gap. L'idée surtout, c'est que vous parieriez sur une reprise de la hausse et éventuellement des nouveaux records. Donc, on peut avoir un stop de protection assez large éventuellement. Ce qui nous amène pour terminer au CAC 40 et je vais passer un peu plus de temps aujourd'hui parce que c'est le fameux signal dont on m'a parlé et vous avez bien fait la croix de la mort. Pour l'instant, vous remarquez simplement que on est venu se poser sur la zone de support des 76,78, 76,05. Ok, certains achèteront ici, stop de protection justement en dessous de la zone. Hein. Certains voudront se protéger avec 3 gaps. On se dit ouais, 3 gaps c'est bon, on va pas aller plus bas. Et tout ça pour parier son retour sur les plus hauts. C'est jouable. Si vous avez un biais baissier, spéculer au contact d'un support, c'est toujours un peu dangereux. Si vous voulez vraiment spéculer à la baisse, je pense qu'il faut attendre que ça casse. Éventuellement un pullback, spéculer à la baisse, parier sur des plus bas. Ok, ce serait du grand classique en fait. Et donc, je le disais, je le répète, l'intéressant au niveau technique, c'est la croix de la mort M50, M200. Alors, vous savez très bien ce que c'est quand l'un croise l'autre. Alors, parfois c'est haussier, parfois c'est baissier, et on va voir ce qui s'est passé dans les précédentes occurrences. Donc voilà la croix de la mort ici. Et la précédente, c'était, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Depuis l'origine du CAC 40, il y en a eu 23. Autrement dit, on manque singulièrement de données, mais on a quand même une vague idée. Hein. Donc j'ai regardé ce qui se passait lorsque le signal apparaissait avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets. Donc le signal a eu lieu sur cette bougie-là. On a quand même réussi à perdre un petit peu de terrain. 3%, mais ensuite on est venu, alors vraiment ça se joue sur l'épaisseur du trait, croyez-moi, mais on a bien réussi à passer les plus hauts. Ah, ça s'est joué à un point près, vraiment que dalle. Mais si on avait visé une fois la distance au stop de protection, donc le stop de protection a été à 13,89, visé 13,89 avec un stop de protection au-dessus du précédent sommet, c'était un échec. Ok, on était déclenché et le cas suivant, il est là. Pareil, le ciel a été donné sur cette bougie-là. Si vous mettez le stop de protection au-dessus des plus hauts à 7,42, ben on a réussi à choper quasiment le plus bas encore une fois et puis on est venu perdre le trade ici. Donc encore un échec. Là, ça a fonctionné. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Donc, on rentrait en spéculation baissière là. On mettait un stop de protection au-dessus des précédents sommets 12,21. Et vous voyez, on est venu toucher l'objectif ici. Avant de remonter. Ok, c'était un succès. Bon, vous avez compris. Et j'ai fait les choses 23 fois. Je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Et j'ai envie de dire, le résultat est sans appel. Si on remonte plus de 40 ans en arrière, est-ce qu'il est envisageable, suite au signal que l'on a eu, d'aller chercher l'objectif disposé au-dessus, enfin l'équivalent du stop de protection positionné à 7,46, donc faire moins 7,46, eh bien ça a fonctionné cette stratégie 8 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 35% des cas. Bref, c'est un magnifique signal inversé, c'est une boussole inversée. Si vous achetez lorsque vous avez la croix de la mort, vous avez de 65% de chances de gagner. Ok, donc voilà, encore une fois, un exemple 1 où les signaux baissiers fonctionnent beaucoup moins bien que les signaux haussiers parce que pour la croix dorée, c'est-à-dire l'inverse, la M50 qui croise la M200, là, ça fonctionne bien. Et 2, une fois de plus, les médias et les grands titres, c'est pas toujours bon conseiller, il faut tester les choses et là en l'occurrence, je le répète, c'est une magnifique boussole inversée. La logique voudrait depuis l'origine du CAC 40 que vous achetiez maintenant et que vous visiez un retour sur les plus hauts plutôt que viser un moins 7 et quelques vers le bas.
Voilà. Magnifique exemple, encore une fois. Et on va donc terminer avec le... Ah oui, non, j'ai fait déjà les backtests. On va donc terminer avec le fameux Commitment of Traders. Et on va commencer les Commitment of Traders avec, à tout seigneur, tout honneur, le SP500. Et le SP500 est dans une situation extrêmement intéressante. Regardez ça, hein. Comme la semaine dernière, les institutionnels ont une attitude assez divergente. Les gestionnaires de fonds sont assez confiants. Regardez, hein, les gestionnaires de fonds qui sont plus positionnés pour le long terme, hein, ont augmenté leur position longue à la marge de 5232 contrats. Par contre, de manière assez, on va dire, confiante, ils ont réduit leur position vendeuse de couverture de 2,7% avec 7226 contrats. Autrement dit, ça veut dire que à long terme, ou du moins au-delà des vicissitudes de court terme, il n'y a pas de panique en la demeure chez les gestionnaires de fonds qui restent quand même extrêmement exposés à la hausse et de plus en plus, hein. Par contre, du côté des hedge funds et du côté des institutionnels qui sont beaucoup plus orientés sur le court terme, une fois de plus, ils ont très bien senti arriver la faiblesse du marché. Alors, bien sûr, ils n'ont pas prévu la guerre, je pense, mais en tout cas, ils ont sans doute vu que le marché allait faire de feu de tout bois pour baisser, prétextant une excuse ou une autre. Et là, ils en avaient une belle. Ils ont réduit leur position longue de 6,1%. Ils ont augmenté leur position short de 4,1%. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Alors même si, encore une fois, hein, c'est la deuxième semaine d'affilée que cela se produit, il n'est pas dit que ça continue encore. Malheureusement, on ne connaît pas les chiffres depuis que l'attaque israélienne sur les infrastructures nucléaires iraniennes ont battu leur plein. Ça sera intéressant à suivre d'ailleurs, voir s'ils profitent des soldes ou s'ils appuient sur le champignon. On verra. Mais en tout cas, ils étaient dans le bon sens une fois de plus, hein. On va regarder ce qui se passe du côté du Nasdaq. Et pour le Nasdaq, c'est pas pareil, différents sons de cloche. On peut clairement dire que l'avantage va aux long-termistes, aux gestionnaires de fonds. Les spéculateurs se sont fait taper sur les doigts. Regardez ça se passe au niveau des asset managers. Eux, ils sont restés relativement confiants. Ils n'ont pas vraiment bougé, hein. Bon, 659 contrats vendus sur un total de 92 000 et quelques, c'est 0, quelque chose. C'est pas significatif. Et même les shorts, hein, ça a augmenté de 70, autrement dit par rapport à 38 897. C'est rien du tout. Statu quo pour les gestionnaires de fonds. Par contre, les hedge funds et les spéculateurs de court terme, enfin de plus court terme, se sont fait taper sur les doigts puisqu'ils ont commencé à courir après le papier. Il faut savoir que les hedge funds ont connu une très mauvaise année, hein. Ils ont loupé le rallye sur l'or. Pire que ça, sur l'or, on l'a suivi, hein, dans le format Gold. Ils étaient short pendant des mois et des mois. Ils ont été obligés de se rhabiller. Là, ils n'ont pas pris la hausse comme les spéculateurs privés l'ont fait, hein, qui ont été beaucoup plus courageux, on va dire, pour certains. Et là, ils se retrouvent à courir après le papier. Ils ont essayé de remplir leur ligne avec une augmentation des longs de 1055 contrats et une réduction des shorts, hein, de 7800 contrats, tout ça par rapport à 104 000, donc quasiment 6-7% de baisse. Autrement dit, ils étaient clairement plus exposés à la hausse, les hedge funds, et ils sont pris la baisse de plein fouet. Alors ça va être là aussi très intéressant de voir ce qui va se passer la semaine prochaine quand on va tenir compte des événements récents. Mais si on fait abstraction de ça, si on fait abstraction on va dire, de l'impondérable et des doutes par rapport à ce qui pouvait se passer au Moyen-Orient, l'idée c'est que les hedge funds étaient plutôt en mode on achète, et les gestionnaires de fonds étaient plutôt en mode on change rien, on est suffisamment exposé à la hausse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon format. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner au format. Si vous vous demandez quand aura lieu la prochaine synthèse des Commitment of Traders, je vous rappelle que c'est toutes les semaines.
Vous avez le format gagner en bourse avec des ETF qui vous attend. Vous avez le format investir en métaux précieux qui est déjà là également. Demain, le format préparation de la semaine de trading où justement je vous montre les matrices de trading pour tous ceux que vous me demandez. Vous savez, très souvent vous me demandez des choses dans cette vidéo-là du CAC 40 que je ne mets pas parce qu'ils existent déjà dans un autre format. On me demande quoi faire avec l'or. Regardez le format sur l'or, on me demande est-ce que je peux faire l'Eurostoxx, est-ce que je peux faire le DAX, etc. C'est dans le format préparation de la semaine de trading. Donc vous avez plein de formats, vous avez des vidéos tous les jours qui sortent sur ma chaîne YouTube et ma chaîne et mon blog. N'hésitez pas à les regarder. Et puis le format crypto, ça décolle très dur. Si vous vous êtes toujours demandé quand acheter des bitcoins et de l'Ethereum, c'est peut-être le moment de regarder ce format. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.